Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Dans cet épisode, nous partons pour l'Égypte, sur les bords du Nil, puis dans la vallée des rois. C'est là qu'en novembre 1922, on va découvrir une tombe extraordinaire, celle du pharaon Toutankhamon. Au cœur de l'histoire. Toutankhamon n'est pas la plus belle momie trouvée jusqu'à maintenant. Non, mais ce n'est pas la momie qu'on vient voir. Les archéologues ne sont pas des nécrophages. La momie a été réenterrée avec la plus grande piété dans la vallée des rois. Ce qui vient ici, c'est une partie du trésor de Toutankhamon. Et puisque vous me parlez de momie, je vous dirais que la momie de Toutankhamon est peut-être celle qui était entourée du trésor funéraire conservé le plus intact, mais c'était la momie la plus détériorée par les Onguents. C'était Christiane Desroches-Noblecourt, la célèbre archéologue, qui expliquait en 1967 où se trouvait vraiment la momie de Toutankhamon. C'était à l'occasion de l'exposition qui présentait le trésor rassemblé autour de ce pharaon. Paris allait avoir un enthousiasme fou pour cette exposition. Or, cette année, une nouvelle exposition Toutankhamon va ouvrir ses portes cette semaine et donc nous fournit le prétexte pour revenir dans le passé, voir comment a été découvert le trésor de Toutankhamon et quelle a été la vie de ce pharaon. Alors suivez-moi, je vous emmène au cœur de l'Égypte ancienne. Nous sommes le samedi 4 novembre 1922, près de Luxor, dans le sud de l'Égypte, sur la rive occidentale du Nil. Le soleil est levé depuis quelques heures déjà, et ses rayons tapent fort sur les roches calcaires de la vallée des rois. Depuis plusieurs heures, une vingtaine d'ouvriers égyptiens, coiffés de turbans pour se protéger de la chaleur, portent de petites corbeilles. Ils sont en train de dégager un trou et transportent des milliers de tonnes de déblais. Howard Carter est l'archéologue britannique qui dirige ce chantier de fouilles. Avec son costume propre et son nœud papillon, il pourrait presque passer pour un touriste anglais. Mais l'homme de 48 ans est particulièrement concentré sur ce que pourraient cacher les gravats. Cela fait maintenant plus de 20 ans qu'il fouille des sites et des nécropoles de l'Égypte ancienne. Il a eu le temps d'étudier la question. C'est un fils d'artiste, éduqué aux beaux-arts, qui a pris l'habitude de faire de la peinture et, dès l'âge de 17 ans, il a été confié à des missions archéologiques et sa mission consistait à recopier les motifs dessinés dans les différents tombeaux qui ont été fouillés par les Britanniques. Ce jour-là, selon ses calculs, il doit trouver une tombe qui n'aurait jamais été ouverte, car elle se situe en dessous d'un groupe de tombeaux appelé KV9. Dans le jargon archéologique, ce terme désigne l'emplacement exact du tombeau de Ramsès VI, découvert au XVIIIe siècle par un autre archéologue, lui aussi britannique. Le téméraire Howard Carter a donc décidé de creuser précisément en dessous de l'entrée de cette tombe. Et sa détermination va finir par payer. Tout à coup, il entend un brouhaha général venir des entrailles de la terre. Ces hommes exultent, ils n'en croient pas leurs yeux. Bientôt, l'archéologue les rejoint. Ils viennent de mettre à jour une marche qui semble bien être celle d'un escalier enfoui dans la roche. Carter décide d'augmenter la cadence de travail. Tant qu'il sera possible de creuser, son équipe creusera. Les jours qui suivent sont éreintants. Il faut continuer de creuser la terre sous une chaleur écrasante qui avoisine les 30 degrés. Après 4 jours, 12 marches sont dégagées, puis 16. Howard Carter descend et tombe sur un petit corridor très étroit qui le mène à une porte qui va conforter l'archéologue dans son choix de continuer d'avancer. Elle est recouverte de sceaux, ces titres honorifiques de grande dimension écrits par les scribes de l'Égypte antique. Carter comprend qu'il est peut-être devant une salle restée intacte depuis des millénaires. Voici comment il perçoit cette découverte stupéfiante dans un récit qu'il publiera quelques années après, et vous allez voir que les Britanniques ont toujours la tête froide. Sans aucun doute, la tombe présentait tous les aspects propres à la 18e dynastie. Était-ce celle d'un aristocrate enterré là par autorisation royale ? Ou plutôt une cache royale, abritant pour des raisons de sécurité une momie et son mobilier ? À moins que ce ne fût la tombe du roi à qui j'avais consacré tant d'années de recherche. Pour comprendre l'état d'esprit d'Howard Carter à ce moment-là,
Il faut savoir qu'à l'époque, il fait partie d'une poignée d'universitaires et de chercheurs qui s'interrogent sur l'emplacement de la tombe d'un roi peu connu et omis des annales royales, le pharaon Toutankhamon. Devant cette porte murée, Howard Carter a bien tenté de déchiffrer le sceau royal pour révéler l'identité de l'occupant mystère. Mais en vain, les hiéroglyphes sont illisibles. L'archéologue ordonne à ses hommes de reboucher le trou. Il doit immédiatement tenir au courant l'homme qui finance sa campagne de fouilles, un homme retourné en Europe quelques semaines plus tôt, Lord Carnarvon. Carter lui a juré de l'attendre pour entrer dans la tombe si jamais il venait à trouver la bonne entrée. Au soir du 4 novembre, l'archéologue rentre à son campement et griffonne un télégramme à destination de son compère, un message qui restera dans l'histoire. Avons fait enfin une découverte extraordinaire dans la vallée. Une tombe somptueuse dont les sceaux sont intacts. L'avons refermée jusqu'à votre arrivée. Félicitations. À Londres, le sang de Lord Carnarvon ne fait qu'un tour. Il décide instantanément, quand il reçoit le télégramme, de partir pour Luxor. Il lui faudra 20 jours de voyage pour y parvenir. Alors seulement, le 29 novembre 1922, les deux passionnés, Carter et Carnarvon, sont côte à côte et peuvent descendre le fameux escalier. Ils démontent la première porte, puis se retrouvent nez à nez avec une seconde porte. Sur celle-ci, les sceaux sont de bien meilleure qualité. Non sans émotion, Carter déchiffre un nom. Toutankhamon. Il décide de percer un trou dans cette porte et d'y introduire une bougie pour voir ce qui se cache derrière. Et là, stupéfaction. Voici ce que l'archéologue a sous les yeux. Au début, je ne vis rien. La flamme de ma bougie vacillait sous l'effet du souffle de l'air chaud provenant de la chambre. Mais peu après, tandis que ma vue s'habituait à la lumière, des détails se détachèrent lentement du brouillard. D'étranges animaux, des statues et l'or brillait de toutes parts, le lustre de l'or. Les deux hommes continuent leur avancée. Le souffle court et le cœur battant, ils pénètrent dans la première salle aux murs blanchis à la chaux, sans aucune décoration, avec des objets de toutes sortes, mais entassés pêle-mêle comme jetés sur le sol. Des pillards seraient-ils venus auparavant? Auraient-ils brisé ces objets? Auraient-ils tenté de trouver de l'or en vain? Carter se pose ces questions, tout en regardant autour de lui, et c'est alors qu'il aperçoit une autre salle, une antichambre. Au seuil de celle-ci, Carter et Carnarvon vont s'arrêter, muets de stupeur. Tout d'abord, juste en face de nous, nous le savions mais refusions d'y croire, se trouvaient 3 imposants lits funéraires, à tête dorée, sculptés en forme d'animaux monstrueux dont les têtes de lions, de vaches et d'hippopotames faisaient preuve d'un réalisme stupéfiant. En toutes circonstances, ces figures auraient paru étranges, mais vues comme nous les vîmes, tandis que nos lampes électriques, tels les feux de la rampe, arrachaient aux ténèbres leur surface dorée et que leurs têtes projetaient sur le mur derrière elles des ombres fantastiques, distordues, ces créatures devenaient presque terrifiantes. Les deux hommes ont un frisson qui parcourt leur dos. Ils sont sidérés par les trésors qui se présentent à leurs yeux. Des vases d'albâtre, des coupes d'or, des bijoux scintillants, des colliers de pierres précieuses. Et puis, plus ternes, des jarres de vin, des flacons contenant sans doute du parfum et des corbeilles de fruits desséchés. Il y a là tout ce qui était nécessaire à la vie d'un roi, dans l'au-delà, selon les croyances égyptiennes de l'époque. Tout indique que le souverain qui repose ici est un pharaon de grand prestige, que ses contemporains ont voulu accompagner dans son voyage pour l'éternité, comme l'exigeait le rituel égyptien. Carter et Carnarvon viennent de vivre un événement sans précédent dans l'histoire de l'archéologie. Il s'agit de la tombe d'un pharaon mal connu, Toutankhamon, dont la sépulture est restée inviolée depuis 3300 ans. Mais qui était vraiment Toutankhamon? Qui était ce mystérieux roi de la 18e dynastie des pharaons? Pourquoi a-t-il été oublié? Pourquoi sa tombe est-elle restée intacte?
L'explication se trouve peut-être dans la vie même de Toutankhamon. Il est né vers 1345 avant Jésus-Christ. On sait peu de choses de son enfance, on sait même peu de choses de ses parents. Certains disent que sa mère serait Néfertiti, la première épouse du pharaon Akhénaton, dont nous connaissons bien le visage avec ce buste encore conservé aujourd'hui au musée archéologique de Berlin. Vous savez, ce visage fin et magnifique avec ses yeux brillants. Mais d'autres historiens pensent que c'est une autre épouse d'Akhénaton qui a été sa mère. Donc, de manière certaine, son père est le pharaon Akhénaton. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un pharaon réformateur et conquérant. Akhénaton a voulu imposer à l'Égypte le monothéisme autour d'un seul dieu, le dieu Soleil, contre l'avis de son clergé qui, lui, voulait garder l'ensemble des idoles et des cultes traditionnels en Égypte. Il s'est donc heurté à une opposition vive. Et c'est ainsi que le règne de Toutankhamon, qui arrive au pouvoir en 1333, va être marqué par une sorte de restauration des cultes et des mœurs anciennes. Le clergé, en somme, a repris le pouvoir à la faveur du règne de ce tout jeune roi qui est monté sur le trône à 9 ans. Son règne est donc un règne de restauration et le jeune roi vivait sans doute entouré d'un cercle d'amis et de conseillers qui pesaient sur son avis afin de diriger le pays. Autour de lui, on connaît quelques personnes. Il y a un premier conseiller du roi qui a une grande influence à la cour. Il s'appelle Haï. Il y a ensuite Horemheb, un officier militaire qui jouait le rôle de vice-roi. C'était le chef des armées. Et puis on imagine toute une cour avec son brio, ses excès peut-être pour l'époque. 1 an après son arrivée au pouvoir, Toutankhamon a fait ériger la stèle de la Restauration qui a été retrouvée dans le temple de Karnak en 1905. Cette stèle est en grès rouge, elle mesure environ 2,50 m de hauteur, mais elle est capitale pour comprendre l'action de ce souverain. C'est un texte d'une 30aine de lignes qui déplore l'état des sanctuaires de Dieu. Le jeune souverain marque donc, en faisant un appel à la restauration, son désir d'orthodoxie en matière religieuse et la rupture avec son père. Voici comment les égyptologues ont traduit ce texte. Quand j'étais couronné roi, les temples des déesses étaient en ruine. Le pays était dans le chaos et les dieux l'avaient abandonné. J'ai doublé toutes les offrandes des temples avec de l'argent, des pierres turquoises, rares et coûteuses, de l'huile d'olive, de l'encens et de la myrrhe. Le cœur des dieux et des déesses qui habitent dans ce pays sont maintenant remplis de joie et les détenteurs des reliquaires sont heureux. Signe de son désir de rompre avec la philosophie de son père, Toutankhamon a même changé de nom. Son nom de naissance était Toutankhaton, ce qui signifie l'image vivante d'Aton. Aton, c'était le dieu du soleil, celui que son père avait voulu mettre en place. Il était une incarnation terrestre du dieu Aton. Mais pendant son règne, il change de nom et se fait donc appeler Toutankhamon. Une façon de dire qu'il est pour le culte d'Amon, le dieu traditionnel de l'Égypte ancienne, celui que le clergé thébain révérait. C'est donc une rupture symbolique qui s'effectue entre le règne d'Akhénaton et le règne de Toutankhamon. Tout cela cependant ne va pas lui porter bonheur, car Toutankhamon a eu un règne très court, quelque chose comme 8 ou 9 ans. Il meurt dans des conditions mystérieuses en 1323 avant Jésus-Christ, âgé de 15 ou peut-être 16 ans. Sa mort semble être une surprise car il est enterré à la hâte. Et curieusement, on va rapidement oublier l'emplacement de sa tombe. Et c'est sans doute ce qui explique que des pillards ne soient en réalité entrés que dans la première chambre qui avait été découverte par Carter, celle où les objets étaient à même le sol de manière incompréhensible. Retour en 1922. Dans la vallée des rois, cela fait quelques semaines qu'Howard Carter et Lord Carnarvon ont pénétré dans le tombeau de Toutankhamon. Ils ont vu la première chambre et l'antichambre. Mais il reste encore d'autres espaces à inventorier. Il faut travailler méthodiquement dans des espaces qui sont extrêmement étroits, exigus, bas de plafond et où la chaleur, à mesure que le soleil monte, devient étouffante.
Les deux hommes doivent aussi composer avec le harcèlement de journalistes qui commencent à arriver sur le site, absolument convaincus qu'une autre découverte va avoir lieu. Et même en février 1923, les journalistes de l'Ouest éclair, un quotidien régional français, parlent de la découverte archéologique la plus sensationnelle du siècle. Commence une égyptomania. Des touristes originaires du monde entier convergent vers le site. On estime qu'ils seront environ 12 000 entre le 1er janvier et le 15 mars 1926 à être venus voir le terrain de fouille. De son côté, Howard Carter reste focalisé sur l'immense tâche qui l'attend. Il s'est entouré d'une équipe renforcée. Il y a Arthur Face, un égyptologue américain reconnu, ou encore James Henry Breasted, le directeur de l'Institut oriental de Chicago. Au total, 12 professionnels sont arrivés dans l'équipe pour voir et assister à l'exhumation de chaque objet. Ils en font une description précise, cherchent à le dater, voient s'il est possible de le restaurer, prennent des photographies, bref, se livrent à un travail systématique d'inventaire. Mais pourquoi tous ces hommes sont-ils là ? Qu'attendent-ils véritablement ? Chacun sait, en fait, que la tombe n'a pas livré tous ses secrets. Elle n'a d'ailleurs même pas livré le tombeau de celui qui est supposé y être enterré. Le 16 février 1923, soit 3 mois après la découverte du site, l'équipe d'archéologues va vivre le moment le plus intense de sa folle aventure. Le temps des fouilles est venu pour la 4e chambre, celle où, selon certains, devrait se trouver le sarcophage de Toutankhamon. Avec des gestes assurés mais fébriles, Howard Carter ouvre les portes des 5 chapelles qui composent le tombeau. Elles sont en or massif. À l'intérieur se trouve le sarcophage. L'archéologue finit par atteindre le cercueil de pierre où repose la dépouille du roi. C'est une pièce immense, un sarcophage qui mesure 3 mètres de long sur 1,50 m de large. Il faudra pas moins de 10 hommes pour le soulever. L'instant est solennel. Lentement, Carter ouvre sans difficulté le cercueil. Il trouve d'abord le masque funèbre de Toutankhamon, un chef-d'œuvre d'orfèvrerie égyptienne. En dessous se trouve véritablement la momie du pharaon. Elle est bien là, face à lui. Les bras sont croisés sur la poitrine. Elle est totalement intacte, comme l'avaient laissé les prêtres de l'Égypte antique le jour de ses obsèques, 30 siècles plus tôt. C'est le corps de Toutankhamon. L'instant décisif était là, tout près, instant indescriptible pour un archéologue. Sous nos yeux, une impressionnante momie, nette et soignée, occupait tout l'espace du cercueil d'or. Enfin, nous contemplions ce jeune pharaon, souverain obscur autant qu'éphémère. Il cessait de n'être que l'ombre d'un nom pour rejoindre, au bout de plus de 3000 ans, le monde de la réalité et de l'histoire. Nous étions à l'apogée de notre longue quête. La tombe avait livré son secret et ce message issu du passé parvenait au présent malgré le poids et l'érosion des siècles. La tombe va livrer tous ses secrets. Des secrets biographiques, bien sûr, sur l'existence du pharaon, de Toutankhamon. Des secrets historiques sur le mode de vie, la manière dont était conçue l'existence des Égyptiens de cette époque. Mais aussi, elle va donner lieu à d'étranges rumeurs sur l'exhumation de cette momie. Au fond, à peine le trésor est-il découvert que déjà commence l'idée qu'il serait frappé d'une malédiction. Comment a pu émerger cette idée ? Comment les gens ont-ils pu se convaincre qu'il existait une malédiction pour ceux qui découvriraient la tombe d'un pharaon et qui violeraient cette sépulture ? Car, il faut bien le dire, c'est un homme qui a été enterré là. Quelques faits sont troublants. À peine quelques jours avant l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, Howard Carter, qui avait un canari, un animal de compagnie qui l'emmenait un peu partout avec lui, est frappé par un malheur. Son canari est avalé par un cobra. Or, comme le disent les ouvriers du chantier, le cobra, c'est l'animal symbolique des pharaons. N'est-ce pas un présage
que la personne enterrée dans la tombe qui fait l'objet des fouilles est en colère contre ceux qui agressent sa dernière demeure. Et puis, au milieu de mars 1923, le commanditaire de la fouille, Lord Carnarvon, est soudain frappé de fièvre. Il a même des frissons et quelque temps plus tard, il va mourir. Pour les médecins de l'époque, il a été victime d'une piqûre de moustique qui s'est infectée et qui a entraîné son décès. À l'époque, il n'y a pas d'antibiotiques. Mais des rumeurs courent. Certains disent qu'au moment de sa mort, il y aurait eu une sorte de panne d'électricité et qu'au Caire, toutes les lumières se seraient éteintes. Comme si un esprit avait voulu signifier sa colère. C'est alors que commence la rumeur. Et si l'expédition Toutankhamon était frappée d'une malédiction? Par la suite, plusieurs membres vont mourir brusquement. En 1927, c'est Georges Bénédicte, un des chercheurs rattachés au Louvre, qui disparaît. Bientôt, il est suivi par Arthur Mace. Et puis, c'est le tour du frère et de l'infirmière de Lord Carnarvon, ainsi que du secrétaire d'Howard Carter. En 12 ans, les journalistes d'investigation ne comptent pas moins de 27 personnes proches de l'expédition à être mortes d'une manière étrange. Des hypothèses toutes plus farfelues les unes que les autres circulent. Il y aurait eu dans la tombe un poison. D'autres disent que peut-être un champignon maléfique aurait touché ceux qui ont accédé à ce Graal des archéologues. Alors, cette soi-disant malédiction, il faut bien lui faire un sort. Et peut-être celui qui le révèle le mieux n'est autre que Howard Carter. Carter est bien mort, mais il est mort en 1939 à 64 ans. Il faut donc supposer que le pharaon aurait mis 17 ans pour se venger. Mais il n'empêche, la passion pour l'œuvre de Toutankhamon et pour l'œuvre de l'expédition de Carter et Carnarvon est telle que plusieurs expositions vont permettre à un public ébahi de découvrir cet art égyptien dans toute sa splendeur. En France, nous avons eu la chance de recevoir ce trésor dès 1967 au Petit Palais. C'est là qu'a été organisée une des plus somptueuses expositions de la tombe de Toutankhamon. Et pendant 8 mois, pas moins de 1 200 000 visiteurs sont venus voir ces chefs-d'œuvre. Et rassurez-vous, aucun n'a été frappé par une malédiction. Les Parisiens n'ont pas hésité à faire la queue pendant des heures. L'engouement était tel que les panneaux d'explication devaient être refaits en grand format et placés au-dessus de chaque vitrine, afin que chacun puisse tout comprendre et tout voir. Écoutez comment un policier chargé de la sécurité de l'exposition racontait au micro d'Europe 1 à quel point sa surveillance était difficile. On était le 17 février 1967. Ce soir, c'est simplement pour voir comment ça se passe, mais il y a beaucoup moins de monde qu'hier soir. Parce que hier soir, vous étiez là en service. Plusieurs milliers de personnes qui étaient là avec des cartes d'invitation, ils se sont pressés, bousculés. On s'est même fait un peu chahuter, mais enfin, on a pris ça du bon côté, quoi. Il y a eu quelques coups d'échangés, je crois, à la porte d'entrée. Alors, au fond, l'exposition est très intéressante, mais c'est pas un combat de boxe. La fascination pour Toutankhamon et pour sa tombe a été telle qu'encore aujourd'hui, les autorités égyptiennes n'hésitent pas à procéder à des recherches, à des enquêtes pour voir si d'autres salles cachées demeurent. Et ça a été le cas encore en 2016, puisqu'on a fait un scan complet du terrain pour voir si d'autres salles existaient. Il y en a eu, mais ça a été une déception. Ce n'étaient pas des chambres possédant de formidables trésors. Et puis, un mystère est resté pour les égyptologues, celui de savoir comment le jeune souverain Toutankhamon était mort. En 2005, il y a eu un premier scan de la momie qui a révélé qu'elle avait eu une fracture à la jambe gauche, peu de temps avant son décès. On s'est demandé si la fracture n'avait pas entraîné une infection qui aurait pu expliquer son décès. Encore plus près de nous, en 2010, on a effectué des analyses ADN qui ont révélé la présence de paludisme dans son organisme et donc peut-être serait-il mort d'un excès de fièvre. Mais au-delà de ces questions, ce qui nous fascine aujourd'hui encore dans la découverte de Carter et Carnarvon, c'est qu'ils nous permettent d'entrer en contact et de voir des statues extraordinaires, des objets et même les restes d'un enfant qui a vécu plus de 3300 ans avant nous.
Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda, Préparé par Adèle Salmon, réalisé par Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.